Pourquoi ta récupération se dégrade après 35 ans? C'est vrai que tu en as sûrement déjà entendu parler, mais on t'a jamais vraiment expliqué les mécanismes qui sont en cause justement de cette dégradation. Donc le but dans cette vidéo, ça va être de t'expliquer de manière explicite pourquoi il faut prendre en compte justement le fait que ta récupération, passé 35 ans, va baisser et qu'il va falloir forcément trouver des adaptations à ton entraînement. Le but, c'est pas de moins faire, mais ça va être surtout de mieux faire. Donc au démarrage, bien pensé, tu as pu le constater toi aussi, tu t'entraînes autant qu'avant, mais ton corps, il répond plus de la même manière. Le problème, c'est pas ton environnement, c'est ta méthode, comme je l'ai dit juste avant, qui n'a pas évolué avec la physiologie. Elle n'a pas suivi justement la physiologie qui se passe réellement, les modifications physiologiques qui se passent après 35 ans. Donc les symptômes, si jamais tu te reconnais là-dedans, tu ne bats plus aucun PR sur les mouvements. Clairement, depuis plusieurs mois, tu soulèves les mêmes charges qu'il y a un an, parfois moins. Pas de régression brutale, mais une stagnation progressive qui s'installe. Tes skills gymnastiques ne progressent plus, voire même régressent. Les muscle-up que tu avais débloqués sont moins fluides. Le strict pull-up, même lesté stagne par exemple. Et l'amélioration technique s'est arrêtée, par exemple sur du handstand walk, tu as du mal à faire des pirouettes, à monter des rampes, même à marcher comme tu le faisais avant. Tu sens aussi que tu récupères moins bien entre tes séances, les jambes sont lourdes dès le lendemain, le jeudi ressemble au lundi, tu as beau essayer de récupérer, tu n'as plus cette fraîcheur du début de semaine par exemple qui est là. Dès le lundi, tu attaques, tu es complètement explosé. Tu te lèves fatigué après une nuit complète. Donc même si tu dors 7-8 heures de sommeil, tu sens que tu es à plat au réveil. Et ça, pour le coup, ce n'est pas psychologique. Donc l'erreur diagnostique la plus fréquente, c'est d'attribuer tout ça justement à ton environnement. Te dire que c'est à cause du boulot, que c'est à cause de la vie de famille, du stress justement lié à tout ça. Donc c'est pas une mauvaise piste, ça a des conséquences bien entendu, c'est des facteurs qui ont une vraie influence, mais ils étaient déjà là probablement quand tu avais 30 ans et tu progressais encore tout simplement. Donc ce qui a changé, c'est ta biologie et que ta méthode n'a pas suivi justement cette modification biologique. Et c'est ce qu'on va voir, c'est des mécanismes précis. Le premier mécanisme, c'est la testostérone. Donc c'est l'hormone de reconstruction musculaire. Elle est au cœur clairement de ta capacité à progresser et malheureusement, elle commence à décliner après 35 ans. Le déclin, il est d'environ de 1 ou 2% par an. Ça a des effets notoires sur ta force, sur ta récupération et ce qu'on appelle la synthèse protéique, c'est-à-dire la régénération de tes fibres musculaires. Donc son rôle exact dans l'adaptation de l'entraînement, c'est qu'elle stimule donc cette fameuse synthèse protéique, donc fabrication et reconstruction des nouvelles fibres musculaires. Donc concrètement, après un entraînement, après un WOD, tu as forcément des micro-dommages qui sont faits, des lésions, et la testostérone, elle active des mécanismes de réparation et de construction. Donc sans elle, le signal de je reconstruis mais plus fort, il s'affaiblit. Donc c'est-à-dire que si ton taux de testostérone baisse, tu n'auras pas forcément une adaptation positive justement à ton entraînement. Elle va inhiber le cortisol, donc l'hormone qui dégrade, elle, le muscle. On en reparlera justement un peu plus en détail du cortisol juste après. Mais en gros, si tu veux, testostérone et cortisol, c'est deux antagonistes. Donc vraiment deux opposés. Quand la testostérone est haute, elle bloque l'action destructive du cortisol sur les fibres. Et quand elle baisse, cette protection justement disparaît. Donc c'est bien important de comprendre que ta testostérone va monter justement pendant un exercice, notamment d'intensité ou de force, mais elle redescend en moins de 30 minutes. Il y a un pic aigu, mais qui ne suffit pas à construire du muscle. C'est vraiment un plateau qu'on va avoir. Et ce qui va être déterminant, c'est de garder justement une sécrétion assez haute tout au long de la journée pour avoir justement une bonne reconstruction musculaire. Donc à 25 ans, le niveau de base, il est élevé et stable. C'est là où on est à notre pic généralement. Le corps reconstruit vite après chaque séance. Donc même 5 trainings semaine, même très intensifs, tu as pu le sentir, tu récupères bien. Ouais, il y a peut-être des petites courbatures ou autres, mais tu te sens frais dès le lendemain. Passé 35 ans, tu as une baisse de 1 ou 2% cumulée sur des années bien sûr. Donc à 40 ans, on est déjà à peu près à moins 10, moins 20% comparé au pic. Donc ta construction ralentit et forcément le fait de travailler avec
avec les mêmes charges, même provoque moins d'adaptation positive justement. La conséquence directe, c'est qu'à charge égale, ton corps de 38 ans, eh ben, il produit moins d'adaptation que celui de 25. Donc ce n'est pas un manque d'effort, c'est clairement une réalité hormonale. Le fait que tu produises moins de testostérone, tu as une réponse moins positive à ton entraînement, donc forcément une évolution qui devient plus lente. Donc vraiment un paramètre à prendre en compte. Le mécanisme numéro 2, c'est là où on va aller un peu plus dans le détail, c'est justement ce ratio testostérone-cortisol. Le cortisol, il est sécrété justement, c'est l'hormone du stress et il est sécrété durant ton entraînement pour pouvoir t'aider justement dans ton effort. Mais il faut bien faire attention, il ne faut pas que ces sécrétions, elles soient trop étendues dans la durée de ta journée. Donc le but, c'est bien comprendre, et on a souvent tendance à le diaboliser, ce n'est pas le cortisol le problème, hein, c'est le rapport qu'il va y avoir entre la construction et la destruction. Donc le but, concrètement, c'est que si tu as en gros un taux de cortisol assez élevé comparé à ton taux de testostérone, tu as un ratio qu'on appelle défavorable, ce qui va entraîner ce qu'on appelle un catabolisme net. Donc c'est-à-dire que le corps va plus détruire qu'il ne construit. Donc forcément, tu as des performances en baisse, une fatigue persistante et pas de récupération entre les séances. Et c'est souvent le cas pour les pratiquants de CrossFit de plus de 35 ans. Très souvent, vous êtes vraiment dans ce ratio défavorable. Donc le but, ça va être de remonter sur un ratio neutre, voire même un ratio favorable. Le ratio neutre, on est dans un état quand même de stagnation. Le but, ça va être d'être progressif là-dedans. Le corps est à l'équilibre, mais ne progresse plus. Donc la moindre perturbation, si on a un pic par exemple d'entraînement un peu plus intense, on peut très vite basculer justement dans ce ratio défavorable. Donc le but, ça va être à terme de monter dans ce ratio favorable où clairement on s'entraîne bien, on dort bien, on récupère bien et le corps reconstruit plus que ce qui ne dégrade. Donc c'est-à-dire que vous mettez un schéma vraiment positif où chaque entraînement va vous apporter une plus-value et une réelle progression et non plus une stagnation, voire même une régression. Donc pour rappel, le cortisol, il a vraiment cette action catabolisante, donc de destruction, ça détruit à court terme pour produire de l'énergie, c'est nécessaire pendant l'effort. Problématique justement, c'est ce que je vous disais avant, quand ça reste élevé chroniquement, sans contrepoids justement de la testostérone. Donc un crossfitter de 38 ans qui s'entraîne 5 fois par semaine, qui clairement n'a pas forcément une méthode structurée, eh ben, il va être vraiment dans ce ratio neutre et comme je disais très généralement pour la majorité d'entre vous dans ce ratio défavorable. Donc les signes, vous arrivez à l'entraînement fatigué, les performances clairement elles varient d'une séance à l'autre, vous pouvez vous sentir très bien une séance et être très mauvais justement en performance sur la séance suivante. Donc il y a vraiment à chaque fois une variation très importante de votre niveau et vous ne sentez jamais vraiment de fraîcheur. Il n'y a jamais ce moment où vous arrivez à la boxe et vous vous dites « Ah bah tiens, je me sens en forme aujourd'hui, je suis capable d'envoyer, je me sens bien ». Donc le but, ça va être justement de revenir dans ce ratio favorable pour pouvoir justement amener vraiment une nouvelle progression et cette fois-ci durable. Donc le mécanisme numéro 3 à prendre en compte, ça va être votre hormone de croissance qu'on appelle la GH et qui a un lien très étroit avec votre sommeil parce que les pics de GH, les sécrétions de GH, elles sont sécrétées durant votre sommeil et notamment votre sommeil profond. Donc c'est vraiment bien prendre en compte que la majorité de votre récupération musculaire se passe durant la nuit. Et le problème, c'est que quand on passe 35 ans, il y a un ralentissement de sécrétion de GH et forcément un ralentissement de votre processus de récupération. Donc l'hormone de croissance, comme je disais, elle est libérée en grande quantité pendant le sommeil profond. Donc c'est la phase où tu ne rêves pas, où le sommeil est le plus réparateur. En règle générale, pour vous donner un ratio, il faut que vous ayez environ à peu près 20% du temps de sommeil, même 20-25% du temps de sommeil où vous avez un sommeil profond. Moi personnellement, c'est quelque chose que je travaille. Je n'ai pas encore atteint ce quota. Je tourne autour de l'heure 10 alors qu'il me faudrait à peu près 1h30 minimum de sommeil profond pour réellement avoir justement de bonnes sécrétions de GH. Donc, on le sait avec l'âge, ce sommeil profond a tendance à diminuer. Donc le but, ça va être de mettre en place des systèmes qui vont vous permettre justement d'avoir un sommeil beaucoup plus réparateur. Donc l'hormone de croissance, elle est libérée en pic et elle active donc la réparation de vos fibres endommagées pendant l'entraînement, reconstruit le tissu conjonctif, donc c'est-à-dire tout ce qui est l'enveloppe musculaire, les tendons, les articulations, et relance donc le métabolisme de récupération. Donc en fait, la GH, elle est liée à une autre hormone qui est l'IGF-1, qui est sécrétée par le foie,
qui envoie un signal local justement aux muscles qui va leur dire reconstruis-toi. Et ça, c'est durant votre sommeil profond. Donc si vous n'avez pas forcément de sommeil profond, l'IGF-1 va être sécrété de manière insuffisante. Donc même si vous dormez 8 heures, eh ben, il se peut que le signal de reconstruction musculaire reste faible et donc le muscle va recevoir l'ordre de réparer. Mais le problème, c'est que ça va être en mode dégradé et vous n'aurez pas justement une récupération optimale. Elle sera incomplète et vous aurez bien sûr une fatigue résiduelle avec ça. Donc c'est ce que je vous disais, après 35 ans, moins de sommeil profond entraîne moins de sécrétion d'hormones de croissance, entraîne moins de sécrétion d'IGF-1, donc une réparation musculaire plus lente. Donc c'est vraiment un déclin physiologique qui a été documenté, qui a été listé justement scientifiquement. Donc c'est là où on a constaté que les phases de sommeil profond raccourcissaient avec l'âge, mais on a quand même des moyens justement pour pouvoir contrer un petit peu ça et faire en sorte que vous ayez des durées de sommeil donc nécessaires et surtout un temps de sommeil profond optimal pour pouvoir avoir cette reconstruction la plus favorable possible. Donc le cercle vicieux, et c'est pour ça que ça empire avec le temps, c'est que vous prenez de l'âge, vous avez une charge élevée, vous n'avez plus les mêmes contraintes que vous aviez à 25 ans, il y a un peu plus de stress généré, que ce soit via le travail, vous avez peut-être un travail avec plus de responsabilités, un environnement familial assez pas compliqué on peut dire, et aussi prenant, donc vraiment énergivore et chronophage. Voilà, tout ça mis bout en bout, d'autres soucis bien sûr à gérer. Et tout ça, forcément, ça a un impact sur votre sommeil. Vous générez du cortisol de manière élevée qui a un impact direct justement sur votre sommeil profond. Le cortisol est nécessaire, ce stress, il est nécessaire justement lors d'un effort violent ou vif. Mais par contre, si vous avez un taux de cortisol qui reste quand même assez élevé avant votre temps d'endormissement, forcément, vous allez avoir des réveils nocturnes ou sinon forcément un sommeil profond beaucoup moins favorable. Donc vous allez sécréter moins de GH au niveau nocturne, une récupération incomplète, donc le sommeil est complètement dégradé. Donc clairement, vous avez pu sûrement le constater, vous vous levez, même après 7-8 heures de sommeil, vous vous sentez déjà fatigué. Donc la durée de sommeil est bonne, donc c'est pour ça que c'est important de ne pas traquer uniquement la durée de sommeil, si jamais c'est le cas pour vous, mais vraiment de regarder l'état de sommeil profond, de paradoxal. Et le but, c'est vraiment d'améliorer ça. Vous avez des méthodes pour pouvoir améliorer ça. Vous avez une méthode de respiration qui s'appelle la méthode 3-5-7 qui vous permet avant votre endormissement de pouvoir justement abaisser naturellement votre taux de cortisol. Après, les prérequis de base pour améliorer votre sommeil, une chambre où il fait froid, c'est-à-dire autour des 19 degrés, que vous n'ayez pas d'écran 1 heure avant votre endormissement. Et déjà, ça, mis bout à bout, vous verrez qu'il y aura forcément de l'amélioration là-dessus. Et le but, comme je vous disais, c'est d'arriver à 20-25% de sommeil profond sur votre temps de sommeil global. Le mécanisme numéro 4 qui induit donc un ralentissement de votre récupération, c'est les fibres musculaires. Et vous avez peut-être constaté que vous avez peut-être de la perte de puissance vis-à-vis des mouvements d'haltéro, par exemple des mouvements de gym, depuis que vous avez passé les 35 ans. Donc le CrossFit, il sollicite énormément les fibres rapides, qu'on appelle les fibres de type 2. Et c'est celles qui malheureusement vont s'atrophier en premier. Les fibres lentes, les fibres de type 1, elles ont tendance à très bien vieillir. Mais par contre, les fibres type 2, on a quand même une certaine dégradation. Donc les fibres de type 1, c'est ce que je vous disais, elles sont utilisées pour les efforts longs et modérés. Donc vraiment du travail d'endurance, très résistante à la fatigue, quasi inchangée avec le vieillissement. Elles se préservent bien. D'où, et vous pouvez le constater, on a des personnes des fois même très âgées qui sont capables, sans tenir compte même de l'activité cardiovasculaire, mais au niveau des fibres, de tenir des longues durées de course à pied, de travail d'endurance. Donc les fibres de type 2, donc ces fibres rapides, elles sont utilisées pour tout ce qui est effort explosif et puissant. L'haltérophilie, les sauts, vraiment tout ce qui va vous demander justement un effort très rapide, ce sont elles qui vont être utilisées et c'est elles qui malheureusement rétrécissent voire disparaissent après 35 ans. Donc cette perte, elle n'est pas uniforme. Au début, il y a un rétrécissement de cette stimulation des fibres. Puis après, petit à petit, si elles sont moins sollicitées, leur nombre diminue. Donc c'est pour ça que vous perdez de la vitesse, de la puissance, avant même de perdre de la force brute. Vous pouvez très bien avoir un max au squat qui ne bouge pas, mais par contre, vous pouvez le constater, des perfs qui diminuent en haltérophilie. Vous épaulez moins lourd, vous êtes capable d'arracher moins lourd. Par contre, tout ce qui va être deadlift, squat, rien n'a changé. Et c'est là où il y a de l'incompréhension vis-à-vis de ça.
Donc le but, c'est bien de comprendre que c'est un mécanisme neurologique. Les fibres rapides, en fait, elles se dénervalisent, c'est-à-dire que leur connexion au système nerveux va se dégrader. Et ce n'est pas seulement les fibres qui changent, c'est même la communication, donc ces connexions entre votre cerveau et ces fibres. Donc résultat, même si la fibre est présente, le signal de recrutement il est moins efficace et la coordination explosive diminue. Donc je vous ai mis un comparatif à peu près pour un athlète de 25 ans. Donc la proportion de fibres de type 2 conservées durant l'entraînement, elle est de l'ordre de 88%. Pour un homme de 40 ans qui n'a pas forcément, voilà, qui suit une trame CrossFit classique avec beaucoup d'intensité, très peu de travail de force structuré, par exemple peut-être qu'une fois par semaine, on est de l'ordre de 52% donc, de ces fibres conservées selon l'entraînement. La bonne nouvelle, c'est que si clairement vous continuez à avoir un travail de force optimal, bien agencé justement dans votre programmation, vous pouvez voir que la perte au final, elle est vraiment quasiment nulle. C'est-à-dire qu'on est à 88% pour un athlète de 25 ans. Pour un athlète de 40 ans qui a vraiment des blocs de force dédiés, et il faut au moins 3 blocs de force dans la semaine, vous avez quand même un état de conservation de 82%. Donc ça, c'est des faits scientifiques prouvés. Il y a eu des études qui l'ont démontré. Donc voilà, le but, c'est de bien prendre en compte ça et de vous montrer que oui, notre récupération, notre capacité de récupération décline, mais on peut quand même ralentir fortement cet effet, voire même le contrebalancer justement avec un programme d'entraînement optimal. Donc la réalité de terrain, c'est quoi? C'est ce que j'ai pu constater pour ma pratique personnelle, c'est ce que j'ai pu constater pour mes suivis de plus de 35 ans. Il faut bien prendre en compte ce signal d'alarme que presque tout le monde rate. La stagnation, elle est réelle, mais souvent on établit de mauvais diagnostics. Donc le but, c'est de vous montrer ce qui se passe réellement en 3 étapes. L'étape numéro 1, c'est que la stagnation, elle s'installe progressivement sans événement déclencheur visible. C'est quelque chose vraiment de très progressif que forcément de jour en jour, on ne va pas s'en rendre compte. Donc il n'y a pas forcément de blessure, il n'y a pas de changement de vie majeur. C'est juste que voilà, avec le temps, vous allez constater que vous ne battez plus vos PR, que voilà, vous n'améliorez pas forcément votre gym, que la récupération se dégrade, comme je vous l'ai dit, de manière douce, mais voilà, tellement progressive qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Et le problème dans tout ça, c'est que vu qu'on n'arrive pas à mettre le point là-dessus, vu qu'on n'a pas ces connaissances de base de connaître justement notre physiologie, on va chercher des causes externes. Et on en trouve très facilement. J'ai trop de boulot ces derniers mois, les enfants dorment mal, moi aussi, j'ai un stress durant cette période. Donc vraiment, bien prendre en compte que bien sûr, oui, c'est des facteurs qui vont influencer votre état de récupération, mais il ne faut pas oublier que la base reste forcément votre physiologie, votre biologie qui forcément se dégrade petit à petit. Et si clairement on ne met pas le doigt là-dessus, on ne va pas pouvoir mettre en place réellement des choses qui peuvent améliorer. Vous pouvez avoir un rythme de vie très effréné, et je pense que ça a été le cas pour vous, même quand vous aviez peut-être 25-27 ans, de travailler énormément, d'avoir beaucoup de stress, et malgré tout, vous arriviez à assumer vos entraînements. Donc le but, voilà, c'est de bien prendre en compte les mécanismes qu'on a évoqués précédemment pour pouvoir justement faire les choses efficaces qui vous permettent de relancer votre progression et pouvoir justement vous entraîner efficacement. Donc souvent, l'étape 3, c'est quoi? C'est qu'on attend que la situation externe s'améliore pour reprendre sa progression. Donc on se dit, oui, de toute façon, ce n'est pas le moment. Là, en ce moment, j'ai trop de boulot. Là, j'ai un enfant à bas âge, donc c'est compliqué. Donc, je vais attendre un petit peu. Le problème, c'est que le contexte, il ne change pas forcément. Et même s'il change, vous pourrez constater que si vous ne changez pas votre méthodologie d'entraînement, la stagnation va devenir la norme. Donc bien sûr, le boulot et le stress, ils ont une vraie influence, mais ils ne sont pas la cause de votre stagnation à fond. Ça fait partie, bien sûr, des éléments à prendre en compte, mais clairement, si on devrait prioriser votre méthode d'entraînement que vous avez conçue et qui pouvait très bien vous convenir à 25 ans, appliquer à un corps de 35-38 ans, ça n'a pas justement les mêmes effets. En tout cas, pas d'effets positifs et même, je dirais plus, des effets négatifs. Donc, il faut changer de méthodologie et ça, c'est hyper important. Et c'est ce qu'on a cherché à faire, nous, dans notre programmation, et c'est les implications directes que vous devez inclure aussi dans votre programmation, c'est les 4 mécanismes biologiques qui imposent des adaptations concrètes et positives. Donc déjà, arrêtez d'utiliser le volume comme levier principal. Il ne faut pas plus faire, il faut mieux faire. Donc plus de séances ou plus d'intensité, ça ne fera qu'aggraver justement le déséquilibre testostérone-cortisol qu'on a évoqué.
et accélère justement la perte de votre fibre de type 2. Donc ceux qui s'entêtent à vouloir WODer tous les jours, à faire de l'intensité tous les jours, vous voyez justement cette dégradation jusqu'où elle va. Donc après 35 ans, ce n'est pas le volume total qui va déterminer votre progression, c'est la qualité de la charge d'entraînement et la précision du pilotage, donc des modules que vous allez mettre en place tous les jours. Donc faire moins, comme je disais, mais mieux structuré, va produire plus d'adaptation et vous permettre une adaptation positive qui permet d'avoir une vraie progression. Bien entendu, tenir compte de votre récupération, programmer la récupération comme une variable d'entraînement à part entière. C'est-à-dire, par exemple, de ne pas cumuler 2 jours d'affilée où vous allez avoir un travail de force très conséquent, vraiment un épuisement de votre système nerveux. Essayez d'améliorer votre sommeil profond, à mettre des jours complets de décharge. Nous, dans la programmation, par exemple, on a une semaine où on décharge complètement au niveau nerveux, qu'on appelle la semaine de chaos. Vous avez 3 semaines de progression et ensuite vous avez cette semaine, cette 4e semaine justement qui permet de décharger nerveusement, où on va beaucoup plus travailler sur l'activité cardiovasculaire, donc beaucoup plus travailler sur justement les fibres de type 1, votre activité cardiovasculaire, pour permettre d'avoir cette régénération et vous permettre justement de repartir du bon pied sur justement les phases suivantes. Et ensuite, donc, intégrer des blocs de force dédiés, c'est ce que je vous disais, pour préserver vos fibres rapides. Les WOD intenses, clairement, ne suffisent pas. Il faut vraiment des stimulus de force structurés avec du tempo, de la charge progressive, des blocs dédiés à ce travail, ce qui vous permettra de ralentir ce déclin des fibres de type 2 et maintenir votre puissance dans le temps, donc d'être performant quand on vous demandera de l'explosivité sur des exercices d'haltérophilie ou des exercices de gym. Et moi, j'ai pu le voir vraiment en pratique. On peut continuer à battre des PR en haltérophilie bien au-delà de 35 ans. Donc clairement, voilà, bien comprendre que prendre de l'âge, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas l'âge qui va décider de votre progression, c'est vraiment votre méthodologie. Donc mettre en place justement les bons mécanismes et c'est ce qu'on a fait nous, justement, c'est ce qu'on a voulu expérimenter avec donc la programmation Master Fitness Project. Je vous ai mis l'architecture hebdomadaire, j'en avais parlé dans une vidéo précédente, mais voilà comment composer une semaine d'entraînement qui vous permet non seulement de respecter donc, le travail de force sans atténuer ou affaiblir votre système nerveux, d'avoir de bons volumes de renforcement musculaire pour stimuler vos fibres musculaires et avoir une bonne réponse anabolique à ça, c'est-à-dire d'avoir de la production et une bonne réparation de vos fibres musculaires, et du travail technique spécifique, du travail de renfort et du travail même corps, ça va être du travail de gainage ou même de prévention de blessures, donc pour vous permettre de continuer d'évoluer, de progresser dans le temps. Donc je rappelle que cette programmation, vous pouvez la tester gratuitement. Vous avez le lien qui est dans la description. Vous avez 7 jours gratuits, totalement gratuits, qui vous permettent justement d'expérimenter avec nous, de tester et voir par vous-même justement ce qu'il en est. Donc vous pouvez le voir, par exemple le lundi, on a un travail d'haltérophilie, souvent du travail de complexe. On va travailler pas forcément avec des charges élevées, mais travailler les trajectoires, travailler les patterns de mouvement. Par exemple, sur un snatch, on va travailler énormément sur de l'overhead squat, par exemple avec de la pause, pour que vous soyez à l'aise justement sur la flexion. Du travail de force, donc sur le bas du corps, donc du travail de squat, et derrière du renforcement de votre chaîne postérieure, donc du travail vraiment du functional bodybuilding qui vous permettent de bien stimuler vos fibres musculaires et de régler aussi les déficits antéro-postérieurs. Très généralement, au CrossFit, il y a beaucoup de sollicitations du quadriceps, beaucoup moins des ischios, du fessier aussi. Et derrière, ça entraîne justement une disparité musculaire qui peut non seulement vous engendrer des blessures, mais aussi à provoquer une perte d'explosivité, comme on l'a vu précédemment, sur les mouvements d'haltérophilie, parce que votre chaîne post, c'est elle qui enclenche les premiers tirages sur l'haltéro. Donc après, bien sûr, vous avez du travail de gym. Donc du travail de gym en force, c'est un travail avec un faible volume, pas une très grosse contrainte qui n'affaiblira pas votre système nerveux. Et derrière, du travail technique de gym. Donc vraiment un travail spécifique où on reprend des bases. Là, sur ce bloc-là, c'est le handstand. Donc on reprend pour tout le monde, peu importe votre niveau, des bases. Les gymnastes travaillent leurs bases tous les jours. Donc nous, en CrossFit, il n'y a aucune raison qu'on ne le travaille pas. Donc de temps en temps, justement, et de le mettre en application chaque semaine. Et ensuite, donc, vous avez du travail d'intensité. Donc, cette fois-ci, c'est une intensité ciblée, vraiment en mode pur CrossFit, donc du vrai Metcon de base, type open, type qualifieur, type compétition, où là, clairement, on vous demande de mettre de l'intensité. Vous avez toujours des coaching tips qui vous permettent de vraiment axer le travail d'intensité. On vous dit exactement ce qu'on attend de vous.
Et ensuite, donc, on a du travail de corps, donc du renfort abdominal, donc sur la chaîne des grands droits, vraiment du travail de flexion, de gainage. Pour le mercredi, on reprend de la force, mais cette fois-ci sur le haut du corps, avec ensuite du renforcement structurel. Pareil sur le haut du corps, vous avez deux blocs dédiés, hein, souvent un travail de push, donc de pousser, ensuite un travail de pull, de tirage pour équilibrer votre répartition musculaire. Du travail de corps qui est dédié cette fois-ci à la prévention de blessures, ça va être du travail spécifique sur les épaules, du travail spécifique pour les hanches, des zones qui sont fortement sollicitées en CrossFit et qui ont besoin justement d'avoir du travail différent, que ce soit de la situation dans l'espace, du travail de renforcement, de résistance, pour vous permettre justement de pallier à ce risque de blessure. Le jeudi en général, c'est repos ou vraiment de l'active recovery, donc du travail de zone 2 spécifiquement sur bike erg pour limiter tout simplement l'impact que ça va avoir. Ne le faites pas en course à pied, faites-le vraiment sur vélo, il n'y a pas de technique. Vous avez le test FTP qui est mentionné dans les coaching tips qui vous permettra justement d'être vraiment précis sur les watts à déployer pour être sûr d'être en zone 2. Le vendredi, on reprend, c'est quasi identique au lundi sur la formulation, hein, c'est-à-dire que vous avez du travail d'haltéro, donc là c'est du travail d'épaulé jeté en complexe aussi, du travail de force à nouveau, donc vous avez 3 blocs de force bien distincts, où là on va vraiment travailler sur la chaîne antérieure, donc la chaîne post. Donc là en l'occurrence c'est du travail de hip thrust combiné avec du travail de fente. Et ensuite donc vous avez du travail unilatéral, du renforcement unilatéral pour vous permettre de travailler un côté puis l'autre. Il y a beaucoup de disparités, on s'en rend compte, de force, que ce soit bras droit, bras gauche et en CrossFit. Et c'est pour ça que je trouve aberrant que pas mal de programmations ne le mettent pas en place. On a beaucoup de travail, vous faites du dumbbell snatch, vous faites du single leg overhead squat, du single arm overhead squat, pardon, vous faites des fentes. Il y a beaucoup de travail unilatéral où on demande à une seule partie du corps de travailler, que ce soit à gauche-droite. Et on le travaille très peu et beaucoup ont de la disparité. Vous pouvez le voir sur des fentes, des fois vous êtes plus à l'aise sur la jambe droite que sur la jambe gauche. Et le but justement, c'est de réduire ces déséquilibres, de recréer une harmonie, que ce soit en force ou musculaire, pour que vous puissiez être à l'aise sur ces mouvements. Le samedi, on a du travail de gym à nouveau, mais cette fois, c'est du travail de gym en capacité. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment du travail d'endurance spécifique. Là, en l'occurrence, si le mouvement demandé n'est pas maîtrisé, vous avez une proposition de progression. Vous avez un lien dans le coaching tips. Si admettons, sur ce bloc-là, c'est des bar muscle up. Si vous ne maîtrisez pas les bar muscle up, vous avez une progression qui vous amènera justement à débloquer ce skill avec des modules spécifiques où vous faites le module 1. Une fois qu'il est validé, sur la prochaine séance, vous ferez le module 2 et ainsi de suite. Et ça vous amènera justement à débloquer ce skill et à le maîtriser. Donc, si vous ne maîtrisez pas le mouvement demandé, ne vous entêtez pas à adapter, si c'est des bar muscle up, à faire des chest to bar par exemple. Le but, ça va être de travailler spécifiquement pour réellement débloquer ce skill. Et ensuite, donc, on part sur du conditioning mixte où là, vous allez avoir un travail type Metcon comme pour le mardi, mais vraiment ciblé sur un groupe musculaire pour provoquer de la fatigue musculaire et travailler votre endurance dessus. On le voit beaucoup sur les Metcon, souvent, ce qui vous bloque, ce ne sera pas forcément votre capacité cardio-respiratoire, mais si par exemple le WOD est très orienté sur les épaules, vous n'avez plus forcément de capacité à un moment à soutenir l'effort malgré tout. Et là, c'est ce qu'on va travailler sur des temps courts où on va énormément cibler le même groupe musculaire pour vous permettre d'engranger plus d'endurance et de vous habituer justement à mieux maîtriser avec cette fatigue musculaire. Ensuite, vous avez un travail de conditioning pur où là, ce sera réellement du travail sur ergo, ça peut être aussi de la course à pied, ça peut être des shuttle runs, ça peut être des double under, des fois vous avez des blocs de 2 mouvements, mais on est vraiment sur de l'aérobie pure. Donc le but, c'est vraiment de pouvoir maintenir un effort conséquent de l'ordre de 75-80% sur une machine cardio, donc avec de l'intervalle training, avec du travail spécifique, du format d'AMRAP. Ça, vous pourrez le voir en découvrant la programmation. Et on termine par un travail corps, donc travail abdominal, mais cette fois-ci du travail avec des rotations pour amener justement du travail oblique. C'est quelque chose qu'on fait peu en CrossFit, mais qui reste nécessaire parce que ça va vous apporter une plus-value, que ce soit sur le travail d'élévation des hanches comme les toes to bar, que ce soit sur du travail de résistance, de kettlebell, de sandbag par exemple. Donc tout ça, hyper important justement pour vous apporter un équilibre. Donc voilà ce qu'il en est sur l'architecture qu'on a mis en place au niveau du Master Fitness Project. Donc je rappelle, si vous voulez tester, vous cliquez sur le lien juste en dessous et vous avez 7 jours offerts. Donc vraiment, n'hésitez pas.
On est très friand aussi de vos retours. N'hésitez pas à nous faire des retours sur ce que vous pensez. Il y a un groupe WhatsApp dédié à la communauté, qu'on puisse échanger tous ensemble, vous guider, partager vos victoires, partager aussi vos interrogations. On est très réactifs et on prend le temps de répondre à chacun. Donc vraiment, n'hésitez pas. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura apporté énormément de connaissances et pouvoir mettre le point justement sur ce qui bloque pour vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine.